En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le géographe Christophe Guilluy. Il viendra évoquer avec nous son nouveau livre Métropolia et Périphéria qui vient de paraître chez Flammarion et dans lequel il mêle fables orwelliennes, satire et autobiographie pour mieux toucher du doigt la contestation existentielle initiée par les gens ordinaires. Mais nous évoquerons également l'actualité politique. 1 semaine après la condamnation de Marine Le Pen et alors que ses partisans se rassemblent à Paris en éliminant Marine Le Pen de la course à la présidentielle, est-ce la voix des classes populaires qu'on essaie de faire taire? Le barrage judiciaire pourra-t-il faire reculer la vague populiste? Au contraire, la fera-t-il grossir comme cela a été le cas aux États-Unis avec Donald Trump? Tout de suite, les réponses de Christophe Guilluy en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Christophe Guilluy, bonjour. Bonjour. Heureux de passer cette heure avec vous. On va parler de votre nouveau livre, Périphéria et Métropolia, ou plutôt l'inverse. Ouais. C'est chez Flammarion. Vous poursuivez votre réflexion sur le devenir des classes populaires. Mais je voulais commencer par une question d'actualité, mais c'est en lien avec toute votre œuvre. Vous essayez à travers vos livres de faire entendre justement la voix des gens ordinaires. Est-ce que l'élimination de la course à la présidentielle de Marine Le Pen par la justice est aussi un moyen de faire taire cette voix, d'invisibiliser ces classes populaires qui se révoltent? Non. Bon, je vais essayer de développer quand même. Développer. On est là pour là. Je pense qu'il y a un biais médiatique qui est d'imaginer que tout se réalise dans le microcosme politique. C'est ce que j'explique depuis des années. On a un mouvement de contestation. Alors, quand je dis les gens ordinaires, la majorité ordinaire, je dis la société elle-même. C'est-à-dire que très souvent, on imagine que je parle des marges, d'un segment de la population, de la deuxième France, etc., etc. Non, je parle de la France elle-même dans sa diversité. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ça fait 1 semaine qu'on parle de cette question judiciaro-politique. Sans comprendre une chose, c'est que finalement on a un immense problème en France, mais aussi en Occident. C'est que ce ne sont pas des candidats qui sont inéligibles, c'est le peuple qui est inéligible. Et le peuple est inéligible. C'était ma question. Ouais. Ma question était pas, mais ce sera peut-être la suivante. Est-ce que ça permettra de les faire taire? Enfin, est-ce que ça réussira? Mais est-ce que le but est justement d'invisibiliser ce peuple que vous décrivez? Non, mais alors je pense que après il y a des mécanismes. Alors on peut dire, je veux pas répéter tous les commentaires qui ont été, les milliards de commentaires qu'on a entendus depuis dimanche dernier. Le juge a dit le droit et l'exécution immédiate est un peu excessive. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, etc. Ce qui est très important, c'est que vous avez quand même un microcosme médiatique, médiatico-politique qui imagine que l'âge du capitaine, le tribun populiste est celui qui va emporter la mise. Et c'est lui qui tire le peuple vers un changement de société. Alors vous arrêtez pas de le répéter. Le tribun populiste et la marionnette du peuple et non l'inverse. Complètement. C'est-à-dire que les gens utilisent ce qu'ils ont sur le marché pour dire nous existons. Et alors ils peuvent d'ailleurs utiliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils vont utiliser aussi la moto d'Alexandre Jardin. On va en parler, les fameuses idées feux. C'est très important de comprendre que... Ils ont utilisé le gilet jaune, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que j'avais écrit il y a 20 ans, on a un modèle économique néolibéral globalisé, etc., qui a tout misé sur la tertiarisation. Et la tertiarisation, elle est essentiellement concentrée dans les grandes métropoles. Je rappelle quand même que encore aujourd'hui, plus de 80% de l'emploi se crée dans les grandes métropoles, les 20 grandes métropoles françaises. Sauf qu'il y a que 30% de la population qui vit là. Donc quid des autres territoires? Et les autres territoires, c'est ceux qui créent le moins d'emplois, alors parfois qui se désertifient
en termes d'emploi et d'industrie, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation territoriale et économique depuis les années 80. Le pari de Tchouruc d'un pays qui serait fait d'entreprises sans usine est en train d'exploser. D'exploser pas spécifiquement à cause de l'organisation territoriale française, mais par rapport à la mondialisation, tout simplement. On avait misé sur le fait que les Chinois, les Indiens allaient travailler pour nous et que nous, bien malins, on allait se concentrer dans les emplois hyper tertiarisés. Ça s'est pas produit comme ça. Et pire, en fait, on voit bien que ça dysfonctionne de plus en plus. Je pourrais donner simplement un indicateur. On emprunte 750 millions d'euros sur les marchés financiers chaque jour. Chaque jour, hein. C'est pas chaque mois. Donc il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Alors on a fait beaucoup de redistribution en France, certes, etc. Mais le compte n'y est pas. Et ça, les gens l'ont parfaitement compris. C'est qu'ils font un diagnostic de leur propre vie, de leur existence, de leur mode de vie, de leur de l'évolution économique de leur territoire, et ils se disent bon, là il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et ils se servent de tout pour dire leur contestation. Pourquoi ? Parce que l'offre politique aujourd'hui ne prend pas en compte leurs demandes, ne prend pas en compte leurs demandes sociales, leurs demandes culturelles, leurs demandes économiques, et ils vont utiliser beaucoup de choses. Hein. Alors on a vu le Brexit en Grande-Bretagne, on peut imaginer Trump aux États-Unis. Ils vont prendre ce qu'il y a sur le marché pour dire nous existons. Donc l'âge du capitaine n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre, ou autre, ce mouvement de révolte des classes populaires se traduira d'une manière ou d'une autre dans les urnes ou ailleurs. Bien sûr. Parce qu'il est existentiel, justement. C'est-à-dire que l'erreur, c'est d'imaginer que on a là un mouvement qui serait une répétition de mouvements sociaux qu'on a connus au 19e siècle, au 20e siècle, etc. Je revendique des droits. Là, c'est pas ça. C'est le mouvement des dépossédés. C'est le mouvement des gens qui ne veulent pas disparaître. Ce sont le mouvement des gens qui ont été dépossédés de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont, et qui veulent continuer la société. Ils veulent continuer à partager ce qu'est une société, l'échange, les valeurs humaines, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand on fait une analyse pour moi, elle est microscopique, l'analyse politique, par rapport à quelque chose qui est absolument tellurique. Et c'est pour ça que je parle. J'ai voulu, écrire ce livre sous la forme d'une fable. En réalité, c'est pas pour faire un pas de côté. C'est pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, il est culturel. L'essentiel, c'est que ce que j'appelle périphéria, qui finalement qui correspond à l'ensemble de ces territoires qui vivent en dehors de des grandes métropoles, donc de la globalisation néolibérale, et où finalement vit la majorité des classes populaires et des classes moyennes. Ce mouvement de périphéria, il ne va pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, c'est la société qui disparaît. Et c'est un moment absolument crucial aujourd'hui. Le monde occidental est en train de vivre un basculement, si vous voulez, du centre de gravité de Métropolia vers Périphéria. Pourquoi ? Parce que Métropolia, ça a été l'horizon indépassable. Pas seulement de la technostructure française, mais aussi on va dire des élites. J'aime pas beaucoup ce mot, mais partout en Occident. Mais pas parce qu'il y avait un complot, simplement parce que on avait imaginé que le modèle qu'on avait choisi dans les années 80 serait profitable pour tout le monde. Ça n'a pas été le cas, et vous avez la société qui conteste tout cela. Et pourquoi Métropolia refuse de le voir, d'entendre cette société ? J'en reviens à ma première question. Est-ce que cette décision va pas accroître le sentiment de dépossession démocratique ? Alors je pense pas que ça va jusque là. Je pense que simplement Métropolia est dans une logique de bulle de bulle culturelle. Alors c'est un aveuglement. C'est un aveuglement. Alors c'est pour ça que moi je me sers beaucoup de la géographie. Alors bon, je suis géographe, c'est un peu normal, pour expliquer que l'enfermement des classes supérieures dans ces citadelles métropolitaines crée derrière non seulement un assèchement de la pensée, parce que c'est pas terrible ce qui se produit culturellement dans ces grandes métropoles, mais aussi
un sentiment de peur, parce qu'évidemment, dans les grandes métropoles, on a tourné le dos à l'Interland, on a tourné le dos à la société elle-même. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, quand il y a un mouvement social type Gilets jaunes, on envoie des experts, comme dans un zoo humain, pour nous expliquer qui sont-ils, que mangent-ils, ont-ils des écrans 16/9 dans leur appartement ou dans leur salon, comment vivent leurs enfants, etc., etc. C'est fascinant. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe quand même à Paris, par exemple, les gens ont une connaissance hyper pointue de ce qui se passe à New York, Shanghai, Milan, mais sont dans une impossibilité de comprendre ce qui se passe dans la société elle-même. Et ça, quand vous avez une méconnaissance parfaite de ce qu'est la société française, vous allez développer une forme de peur pour tout ce que vous ne connaissez pas. Parce que voilà. Alors, est-ce que vous diriez que Metropolia est xénophobe d'une certaine manière? Alors, j'ai c'est la peur de l'étranger, c'est ce que vous dites. C'est la peur de l'autre. La peur de l'autre. Alors, le vrai autre, c'est-à-dire que le vrai autre, c'est celui qui ne partage pas sa condition sociale, par exemple, qui vit sur des territoires qui ne sont pas les vôtres, qui ne vit pas dans l'hypermobilité métropolitaine, qui ne roule pas en Tesla ou en voiture électrique, pardon. Et là, ça génère des représentations. Mais d'ailleurs, j'en veux même pas aux gens de Metropolia, parce que tout ça, si vous voulez, on est dans une guerre de représentation. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en créant le concept de France périphérique, qui était une façon de simplement d'éclairer ce qu'étaient encore les sociétés occidentales elles-mêmes, puisque ça marche aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne et ailleurs. C'était vraiment l'idée de dire, voilà, on a une représentation de l'espace qui va des grandes métropoles. Vous prenez un TGV et vous allez sur le littoral atlantique, donc les résidences secondaires des métropoliens. Et entre, il y a à peu près rien. Et d'ailleurs, je me rappelle quand même de cartes de la Datar dans les années 80, où on représentait l'espace uniquement avec des grosses concentrations urbaines. Il y avait déjà ça. Et ce sont ces cartes qui ont été utilisées par la SNCF pour justifier la fermeture de gares. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Je crois qu'entre 1980 et 2010, il y a 34% des gares ferroviaires qui ont disparu. Et puis on a tout misé sur le TGV. Et puis maintenant, on se rend compte que non, il y a des gens. Et vous voyez, il y a des tas de représentations qui ont été diffusées dans les médias. Par exemple, quand il y a eu les Gilets jaunes, on a dit c'est la France du vide. Sous-entendu, c'est ceux qui ne sont rien d'une certaine manière. Puis après, et puis comme les gens ont des difficultés à comprendre ce qu'est exactement l'espace, on va imaginer que cette France-là, ça va être la France, je sais pas, de la paysannerie ou des ruraux, etc. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec la France périphérique, c'est de dire, mais non, cette France-là est tout à fait urbaine ou rurale ou périurbaine. Voilà, c'est un ensemble, un continuum socioculturel. Merci Christophe Guilluy. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on continue à parler de votre livre Metropolia et Périphéria, livre qui tombe bien par rapport à l'actualité politique. Mais je crois que oui, cette révolte des classes populaires, vous avez dit un jour qu'elle durait une centaine d'années. Donc ça risque de rester d'actualité. Et j'explique très longtemps. Comment ça va se terminer dans le livre. Merci. À tout. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le géographe Christophe Guilluy, auteur de Metropolia et Périphéria, un voyage extraordinaire. C'est aux éditions Flammarion. Vous poursuivez votre réflexion justement sur cette France périphérique, cette révolte des classes populaires, d'une manière un peu différente parce que c'est à travers une fable quasiment orwellienne, avec effectivement Metropolia et Périphéria. Mais est-ce que d'une certaine manière cette fable se matérialise dans la réalité? Et aujourd'hui même, on en a parlé tout à l'heure avec cette manifestation contre les ZFE, donc les zones à faible émission. Les voitures dites polluantes n'auront pas le droit de circuler justement dans Metropolia. Est-ce que c'est Metropolia qui chasse Périphéria? Là encore sur la mesure,
on est dans une folie extrême, quoi. C'est-à-dire que et je crois que ça rejoint le sentiment de peur. C'est-à-dire que les métropoles sont devenues des citadelles. Et là, maintenant, on institue l'octroi et on ferme les grandes villes à double tour. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens qui conçoivent tout ça n'ont même pas idée de ce qu'ils font. C'est pour ça que je parle d'un schisme culturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'affrontement. Il y a simplement une méconnaissance. Et c'est aujourd'hui, on arrive finalement à la fin du processus. Je crois qu'au final, peut-être que les gens des métropoles demanderont leur indépendance quand ça commencera à tanguer sérieusement. Mais on voit bien la stupidité, c'est-à-dire que et c'est pour ça que la question des représentations est fondamentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que les grandes métropoles sont l'ensemble de la société, évidemment, vos mesures, finalement, elles sont rationnelles. Mais à partir du moment où vous considérez, à l'inverse, que Périphéria, donc la France périphérique, etc., est très majoritaire, et elle existe, là, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Parce que, je le répète, la question de l'accès à l'emploi est fondamentale. C'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire, les classes populaires et moyennes ne vivent pas là où se crée l'emploi. Rien que cette affirmation devrait normalement, dans des esprits normalement formés, entraîner une recomposition économique des territoires. Se dire, finalement, oui, peut-être qu'il faut créer de l'emploi là où vivent les gens. Mais là, c'est le contraire qui se produit. Il y a une contestation. On va boucler les villes à double tour et on va attendre. Et là, la symbolique en fait de Jardin avec sa moto. Enfin, j'espère qu'il va pas être seul sur sa moto. Oui, on rappelle pour ceux qui sont pas au courant, qui effectivement, il va être accompagné des bikers dans cette manifestation, mais pas que, hein, tous ceux qui trouvent cette mesure injuste. Oui, non, mais il y a une belle symbolique. Les gueux, comme il dit. Alors lui, il dit pas les dépossédés, il dit pas Périphéria, il dit les gueux. C'est un terme qui vous parle. Oui, non, pourquoi pas. Moi, je préfère les dépossédés, mais non, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, il me semble que Alexandre Jardin vit au Canada. Au Québec, oui, je pense. Au Québec, c'est ça. Et ça m'a rappelé le mouvement des camionneurs canadiens qui venaient du Canada périphérique et qui sont les camions qui sont rentrés dans les grandes métropoles canadiennes. Donc on voit bien qu'à chaque fois la dynamique culturelle est exactement la même. Et l'erreur fondamentale de nos dirigeants, c'est d'imaginer qu'il y a là simplement une révolte. Il n'y a pas là une révolte, il y a simplement l'envie de continuer un mode de vie, une société à peu près rationnelle. C'est complètement différent. Justement, cette envie de continuer la société, vous l'avez dit, elle peut se manifester de différentes façons. On parlait possiblement de cette manif, pas possiblement, de cette manif contre les ZFE. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manifs. On avait commencé l'émission avec ça, avec l'éviction de Marine Le Pen de l'élection présidentielle. Donc il y aura la manifestation des partisans de Marine Le Pen, une contre-manifestation de la gauche et cette manifestation des ZFE. À votre avis, où est-ce qu'il y aura le plus de monde, Christophe Guillet? En tout cas, j'allais dire que symboliquement, moi, ce qui me parle le plus, c'est effectivement la manifestation des motards et cette question des ZFE. Pourquoi je dis ça? C'est que on oublie une chose, c'est que on a eu un processus qu'avait repéré Christopher Lage dans les années 80 de sécession, ce qu'il appelait la sécession des élites. Et il n'avait pas vu une chose, en fait, c'est que ça irait beaucoup plus loin. Parce que le modèle économique étant ce qu'il est, le modèle territorial étant ce qu'il est, vous avez eu, par porosité, une sécession de l'ensemble des catégories supérieures. Donc on est bien sur 20-25%, 30% de la population. C'est quand même beaucoup. Ça, c'est métropolien. C'est métropolien. Donc on est quand même sur une masse démographique très importante. C'est-à-dire que c'est pas vraiment anodin. Et ces populations en s'enfermant dans ces grandes métropoles
ont créé une forme de rupture anthropologique avec l'autre société. Et ce qui s'est produit, c'est que la sécession des catégories supérieures a entraîné une autonomisation culturelle des classes populaires et moyennes. Pourquoi je dis ça? On peut d'ailleurs le vérifier même statistiquement ou par le vote ou le non-vote d'ailleurs. Je rappelle quand même l'abstention qui a fortement monté en milieu populaire dans l'ensemble de ces territoires-là. Évidemment le vote populiste, mais évidemment aussi une forme de défiance pour tout ce qui était prescripteur d'opinion. Alors évidemment les médias, évidemment le monde politique, etc. Alors ça a été analysé comme une forme d'anomie, de je m'en foutisme, voire de radicalité. Non, je pense que les gens sont très sensibles au fait que sont très sensibles à leur représentation culturelle dans les médias. Quand vous avez une représentation culturelle qui est celle de déplorable, vous coupez la télé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut quand même s'interroger sur le fait que pourquoi est-ce que les gens ne regardent pas ou peu les chaînes info, contrairement à ce qu'on imagine, lisent peu les journaux. C'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt pour la chose publique, c'est que ils ne s'y retrouvent pas dans ces représentations-là. Quand vous ajoutez là-dessus toute la représentation d'ordre universitaire et autres de ces territoires-là, de ces gens-là, il y a une forme d'autonomisation. Et l'autonomisation, elle a créé quelque chose de très particulier, c'est que elle a créé une forme de désidéologisation. C'est-à-dire que les gens ne se réfèrent plus à des idéologies, ni de gauche ni de droite. C'est pour ça que, ni même autour du Rassemblement national, parce qu'on aurait pu imaginer que ce parti, et il parle à une partie des classes populaires, il suffit de regarder les sondages, mais justement que ce mouvement contre les ZFE converge peut-être avec la manifestation pro Le Pen. C'est pas du tout le cas. Est-ce que ça confirme votre diagnostic de dépolitisation? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi un handicap pour ces classes populaires de pas avoir de représentants? Le mouvement culturel va se poursuivre, va se densifier au rythme de la dépossession économique et culturelle des habitants de ce pays. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer tous les discours politiques. À un moment donné, il y aura une majorité qui va se cristalliser pour renverser la table. Alors quelle forme ça va prendre dans la rue, dans les urnes, je ne sais pas. Mais le mouvement est lancé, et en tout cas ce qui est certain, c'est que la désidéologisation n'est pas quelque chose, on l'analyse souvent comme une faiblesse, et je crois qu'en réalité aujourd'hui c'est une force. C'est-à-dire que les gens mettent en avant des valeurs, mettent en avant leur culture, mettent en avant ce qu'ils sont eux-mêmes, et ça c'est irrépressible. C'est quelque chose de très solide. La défense, d'ailleurs on le voit très bien, c'est-à-dire que même dans les sondages, que souhaitent les habitants de ce pays, mais j'allais dire aussi que souhaitent les Américains, les Italiens ou les Britanniques. Les Britanniques. Alors déjà très souvent ils souhaitent travailler dans leur région. Là où ils sont nés, ouais. Ils n'ont pas comme horizon la grande métropole à tout prix. Pas du tout. Ils souhaitent préserver un mode de vie. Donc vous voyez, c'est à chaque fois, mais j'y reviendrai, plusieurs éléments. C'est mes 4 points cardinaux en fait de la demande populaire. Il y a une demande de travail, il y a une demande de maintien d'un État-providence fort, évidemment une demande de sécurité et évidemment une demande de régulation des flux migratoires. C'est-à-dire qu'en fait cet ensemble-là, il n'est ni de gauche ni de droite. C'est ce que n'ont pas compris les idéologues de droite et les idéologues de gauche, qui sont d'ailleurs hors jeu. Et c'est bien pourquoi, ce qui porte le souffle de Périphéria, c'est d'abord la défense de ce que sont les gens eux-mêmes. Merci Christophe Guillouis. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Christophe Guillouis qui nous parle de son nouveau livre Métropolia et Périphéria, un voyage extraordinaire. C'est chez Flammarion. Vous nous expliquez en fait que à travers une fable, on va d'ailleurs reparler de la forme du livre qui est inattendue pour vous. C'est la première fois que vous faites un détour vers l'anticipation, vers la fable. Elle est logique.
Allons-y alors, parlons de cette forme. Non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on vit un moment absolument tellurique qui dépasse les chiffres, qui dépasse la politique, qui est la question existentielle de nos pays. Voilà. Donc ça dépasse toutes ces questions-là. Et finalement, je me disais, mais qu'est-ce qui reste des siècles passés? Qu'est-ce qui reste du 18e siècle? Qu'est-ce qui reste du 19 ou du 20e siècle? Il reste pas de chiffres. Il reste de la littérature, il reste des fables, il reste du théâtre. Et finalement, je me suis dit que c'est aussi par ce biais qu'on peut aller à l'essentiel. Pourtant, on vous a beaucoup reproché justement sur vos précédents livres de pas avoir assez de chiffres, de faire de l'idéologie justement. Oui, alors, mais vous en fichez. La question c'est qui est l'émetteur. Il se trouve que je me suis un peu renseigné. L'émetteur était souvent mon concurrent dans le business, dans le monde universitaire. Mais oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est très très drôle, c'est que les premiers livres que j'ai écrits, on me disait qu'il y avait trop de chiffres. Et puis surtout, j'attends toujours la contestation absolue de mes chiffres ou de mes écrits. C'est-à-dire que j'attends toujours. Je n'ai toujours pas d'informations par rapport à ça. Mais non, la question des chiffres et j'allais dire le diagnostic est posé. Je l'ai posé, d'autres l'ont posé. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire, mais finalement, ça fait près de 15 ans, 20 ans qu'on abreuve nos dirigeants de data, de synthèse, de cartographie, etc. et qu'il ne se passe absolument rien. Finalement, c'est plus on a l'accès à la data, plus on a accès aux chiffres, moins on comprend. Et ça me rappelle quand même une réflexion que on avait, je me souviens quand j'étais jeune, c'était nos pères nous disaient mais qui est intelligent celui qui comprend. Là j'ai l'impression que plus ils sont informés et plus ils ont de chiffres, moins ils comprennent. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller à l'essentiel. C'est pour ça que je dis que pour moi cette forme est absolument déjà très compréhensible et deux permet d'aller sur le culturel et sur l'existence même de nos sociétés. Et c'est pour ça que moi je le vis absolument pas comme un pas de côté, absolument pas comme une posture littéraire ou autre, etc. C'est vraiment aller au plus loin et puis surtout expliquer comment ça va se terminer. Alors vous expliquez effectivement comment ça se termine. Donc la victoire d'une certaine manière de Périphéria, puisque vous nous expliquez que c'est un renversement et que tôt ou tard il y aura une majorité politique notamment, mais pas que pour représenter les gens ordinaires. Vous croyez pas à la thèse de l'archipélisation de la société, ni à celle du grand remplacement, Christophe Guilluy? Non, ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire que la question du morcellement infini de la société, elle est une déjà c'est un biais marketing, hein, c'est un biais, c'est une représentation très libérale, très néolibérale, très de la société. C'est-à-dire que c'est penser la société en segments. D'ailleurs, je rappelle que au moment des gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un moment où vous avez sur des ronds-points des jeunes, des vieux, des gens du service public, du service privé. En région parisienne, des gens issus de l'immigration, des gens issus des dom-toms. Hein, je rappelle quand même un des épicentres du mouvement des Gilets jaunes, c'était les dom-toms. Et vous avez aussi tout ce qu'on nous expliquait depuis 20 ans, à savoir morcellement infini, atomisation, etc. Les gens ordinaires nous ont exactement dit le contraire. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui touche à l'existence, on se réunit. Et mieux, je rappelle quand même, en tout cas au début du mouvement, 80% des gens se reconnaissaient dans ce mouvement des Gilets jaunes. Comment on a... et ça, c'était une représentation très dangereuse pour nos dirigeants. Et d'ailleurs, nos dirigeants, notamment Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait au moment des Gilets jaunes? Il a organisé ce qu'il a appelé un grand débat. Et le grand débat, c'était quoi? C'était imposer une représentation, celle que vous dites actuellement, à savoir très morcelée de la société, très panélisée.
Il a réuni des femmes seules, il a réuni des maires ruraux, des jeunes, des vieux. Enfin bref, on était à nouveau dans l'agence de publicité qui était en train de réfléchir à quelle catégorie j'allais pouvoir faire des chèques. Ce n'est pas la société, mais c'est une représentation parfaitement rationnelle pour le monde, on va dire, de l'entreprise néolibérale. Voilà, c'est une représentation qui peut être intéressante, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'est la société. Enfin, sur la question des flux migratoires, là encore, la question de la régulation, elle est partagée par tout un chacun. C'est-à-dire que la question de la régulation des flux migratoires n'est pas une question ethnique. Je rappelle que cette question-là, elle est posée tout aussi bien dans les dom-toms que d'ailleurs dans tous les pays du monde. C'est absolument pas quelque chose qu'il faut essentialiser. On va en parler un peu de l'exemple des États-Unis, mais effectivement, Donald Trump aujourd'hui a une partie de l'électorat, une grande partie de l'électorat latino, par exemple, même de l'électorat noir, qui sont favorables aux États-Unis à davantage de régulation des flux migratoires. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que c'est Vance qui avait suggéré ça à Trump, le vice-président. La working class américaine n'est pas celle d'hier. La working class américaine d'aujourd'hui, du 21e siècle, ne ressemble pas à la working class des années 50. Bref, la working class n'est plus la working class blanche des années 50. Elle s'est recomposée ethniquement. Et les gens ordinaires n'ont pas de problème avec la question ethnique. C'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Les gens ont vivent parfaitement déjà. Et à Périphéria, c'est le cas. Dans une société qui est multiethnique et multiconfessionnelle. Mais ça ne veut pas dire multiculturel. C'est-à-dire que ça veut dire attachement à un mode de vie. Et donc le latino moyen qui travaille aux États-Unis a envie de poursuivre le mode de vie américain. Mais c'est exactement la même chose en Europe occidentale. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de penser la contestation qu'on vit aujourd'hui avec avec le rétroviseur. En imaginant qu'on a là un retour en arrière, qu'on a là, et c'est pour ça que je crois absolument pas, et d'ailleurs c'est vrai dans les milieux populaires, le c'était mieux avant, mais comme ce sera mieux demain, ce ne sont pas des références pour les milieux populaires. Ce qui est important, c'est le présent, c'est se lever le matin, savoir combien je vais gagner, etc. Je le dis toujours. Le monde de Périphéria a cette particularité par rapport à celui de Métropolia, il est celui des limites. Et la question des limites est fondamentale. D'ailleurs, on le voit bien. D'ailleurs, dans tous les mouvements gilets jaunes et d'ailleurs même les motards, etc., ou les ZFE, etc., c'est la question des limites, même physiques. Elles sont une réalité. Mais ce sont aussi des limites anthropologiques, des limites culturelles. Pourquoi est-ce que Périphéria serait plus dans le monde des limites? Tout simplement parce que quand vous êtes limité matériellement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est très très frappant. C'est que dans les représentations négatives qu'on donne des gens ordinaires, il y a toujours cette idée que ce sont eux qui portent finalement les représentations les plus négatives. On va expliquer qu'ils sont consuméristes, on va expliquer qu'ils sont individualistes, que l'américanisation elle est là, etc., etc. Bon, je dis pas que tous ces éléments n'ont pas aussi imprégné cette société, mais fondamentalement, à 1 000 € par mois, à 1 500 € par mois, on n'a pas les moyens d'individualisme. On n'a pas les moyens du nihilisme. On n'a pas les moyens non plus d'être hyper mobile. C'est finalement ce que vous appelez la décence commune. Ça vous est souvent reproché parce que certains vous reprochent d'idéaliser les classes populaires. Vous dites non, c'est pas une idéalisation. En fait, leur réalité fait qu'elles sont solidaires, qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'être solidaires. D'ailleurs, c'est très drôle, c'est qu'à chaque fois que je parle de décence commune, mais je me rappelle, pour en avoir discuté avec Jean-Claude Michéa, qui a beaucoup parlé d'Orwell, qui je pense nous écoute et qu'on salue, et que je salue évidemment. Évidemment, c'est très intéressant de voir que le monde intellectuel, le monde universitaire, mais aussi le monde politique, d'ailleurs de droite comme de gauche, c'est assez fascinant, est vent debout contre cette idée que dans le peuple il y aurait quelque chose de positif. Il y a pas tellement de représentations positives et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux représentations culturelles des gens ordinaires. Et là, quand vous initiez ce débat autour de la common decency, de la décence commune, les gens sont vent debout, en tout cas du côté de Métropolia. Je pense simplement que ça fait peur. Ça fait peur de voir des gens qui sont encore dans une forme de solidarité, pour qui les
valeurs humaines sont encore très importantes. Et moi, je dis ça en le surlignant, c'est-à-dire que la question des valeurs humaines, même si c'est un peu désuet d'en parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui dit la richesse de nos sociétés encore. Et c'est pour ça que je déteste la posture du nihiliste, du type qui est sur le Titanic et qui sabre le champagne. Attendons, nos sociétés sont en train de mourir. Non, il y a encore, encore une force de vie. Et quand vous dites ça, vous n'avez plus peur. Je vais prendre mon habit de pape et de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Christophe Guilluy, le pape des classes populaires. Non, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Personnellement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des gauchistes, des fascistes, des islamistes, ni des féministes. Voilà. Tout est dit. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que simplement, je crois encore aux valeurs humaines. C'est-à-dire que la richesse est en nous. La richesse est en nous, la décence est en nous, et j'allais même plus loin. Je pense que la joie est encore en nous. Et quand je donne mes valeurs cardinales en fait de la demande populaire, quand je dis travail, État-providence, avec finalement l'idée du bien commun, c'est aussi ça. C'est aussi se dire, mais oui, mais finalement, une société, si elle est rationnelle, elle continue à être portée par ces valeurs-là, qui sont des valeurs absolument universelles et auxquelles ne croient plus métropolien. Et c'est pour ça que je dis toujours, le débat n'est pas élite-peuple. Le débat, il est essayer de recoller les morceaux, parce qu'il y a toujours eu des élites, il y a toujours eu voilà. Moi, je lis beaucoup de littérature, etc. La grande culture intellectuelle française, voilà, c'est quelque chose qui m'a imprégné, etc. Sauf qu'il y avait quand même une grande différence avant les années 60 ou avant les années 50 ou jusqu'aux années 60. C'est que l'élite culturelle ou l'élite politique parlait au nom et était au service du bien commun. Donc au service des gens ordinaires. J'ai toujours qu'est-ce qu'un bon politique? C'est pas un type qui est de gauche ou de droite. C'est un type qui aime les gens. Alors évidemment, quand on dit ça, on passe pour un naïf, etc. Mais c'est fondamental, parce que pourquoi je dis ça, c'est que je les ai rencontrés. Et fondamentalement, beaucoup n'aiment pas les gens. Alors ou ils aiment pas les gens, ou vraiment. Ça les intéresse pas en fait. C'est pas terrible quoi pour eux. C'est quand même pas terrible. Merci Christophe Guilluy. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission En toute vérité sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le géographe Christophe Guilluy qui vient nous parler de son livre Métropolia et Périphéria, un voyage extraordinaire. C'est chez Flammarion, un livre dans lequel vous décrivez finalement le grand basculement de la société française, mais de toutes les sociétés occidentales, avec cette autonomisation, je vais y arriver, des classes populaires qui sont en train de prendre le pouvoir à travers différentes vagues populistes qu'on peut observer dans beaucoup de démocraties occidentales, notamment, je dirais, aux États-Unis. Et est-ce qu'il faut faire un parallèle entre la situation aux États-Unis et la situation française? On se souvient que Donald Trump, on pensait qu'il était fini après le Capitole. On pensait que ses ennuis judiciaires allaient lui interdire d'accéder à la présidence de la République. Ça a été en fait exactement le contraire. Ça a été une forme de booster. Est-ce que si on compare avec la situation française, est-ce qu'il peut y avoir le même effet pour Marine Le Pen? Alors pour Marine Le Pen, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le mouvement qui est lancé ne s'arrêtera pas. Marine Le Pen ou pas Marine Le Pen. D'ailleurs, on voit dans les sondages que Jordan Bardella est à peu près au même niveau qu'elle. Ou encore, ça peut venir d'ailleurs. Ça peut venir d'ailleurs, de l'abstention. Là encore, le casting importe peu. C'est ce qu'on n'a toujours pas compris, et ce qu'on ne veut pas comprendre. D'ailleurs, et je pense que c'est un biais aussi d'un monde intellectuel aujourd'hui qui considère que, enfin, il y a une forme de personnalisation, de totémisation du politique. Et, par exemple, l'incarnation, malgré tout, sans le totémiser, l'incarnation, ça compte. Oui, mais il a fallu François Mitterrand pour incarner le socialiste. Je pense que Mitterrand était une nécessité. Il a fallu le général de Gaulle pour dans des circonstances historiques particulières. Oui, mais je pense que si vous prenez Mitterrand, la société française avait besoin d'un. Mais c'est la rencontre entre un homme et un moment de l'histoire, peut-être. Bien sûr. Alors voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des vagues. Et il y a des hommes qui sont capables de prendre la vague, ou des femmes. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez, par exemple, Trump, on a beaucoup insisté sur son côté tribun, etc., etc. Le sous-titre est toujours il manipule les gens. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est bien pourquoi quand il a été battu par Biden, on dit donc c'est terminé. Bon, Trump disparaît, c'est terminé. Mais moi, je pense que même si Trump avait disparu, le Trumpisme, ou appelez ça, ce mouvement de contestation de la working class américaine aurait continué. Alors, il aurait perduré de toute façon. Ils auraient trouvé un autre leader, une autre façon de s'exprimer, peut-être une contestation plus radicale dans la rue, je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça, c'est que la société telle qu'elle est aujourd'hui, la société occidentale, n'est pas viable. Ce n'est pas viable. C'est-à-dire qu'économiquement, ce n'est pas viable. D'ailleurs, c'est ce qu'a compris aussi Trump, qu'il fallait réindustrialiser et qu'il fallait justement. Je vais vous poser cette question-là parce que c'est aussi une émission d'actualité. On entend beaucoup de commentaires sur ce que les journalistes appellent la guerre commerciale, les tarifs douaniers. Ce qui aura probablement des conséquences peut-être problématiques, y compris sur les classes populaires européennes. Mais du point de vue américain, est-ce qu'on peut se contenter de dire, comme on l'entend parfois, Trump est saisi d'un coup de folie, ou est-ce que ça a un sens, justement, vous parlez de réindustrialisation, est-ce que c'est une manière de réindustrialiser son pays et de s'adresser justement à ces classes populaires qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation et de la mondialisation? Moi, je pense qu'il y a une rationalité, c'est-à-dire qu'il y a un aspect électoral, satisfaire sa base électorale, et puis il y a un aspect absolument économique, vital pour les États-Unis. Les États-Unis ont vécu de l'endettement, ils ont vécu de la financiarisation de l'économie mondiale, et ils ont vécu aussi de l'hégémonie du dollar. Voilà. Tout ça est en train de se terminer. Ils perdent la main. Donc de deux choses une, où ils se laissent mourir, où ils entament un changement de modèle. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça, j'en sais strictement rien. Mais l'objectif, c'est bien d'aller à l'encontre, alors pour le coup, de Metropolia, de la financiarisation de l'économie, de la tertiarisation extrême de l'économie, de cette idée que on va vivre de l'exploitation des autres pays, et que on va être une société de consommateurs. Voilà, ça, c'est terminé. C'est terminé en Occident, c'est terminé aux États-Unis, mais c'est terminé en France aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand on dit la société de consommation aujourd'hui en France, alors de fait, mais c'est pas du tout un choix des Français. Les Français restent attachés au travail. Bien une société de production aussi. Mais bien sûr, préféreraient produire que consommer. Enfin, je veux dire, produire et consommer, mais pas seulement consommer. Et d'ailleurs, on voit bien là aussi, on arrive à un bout d'un système. S'il y a que des consommateurs et plus de producteurs, ça peut pas marcher. Ça marche plus. Et surtout avoir les indicateurs en tête. C'est-à-dire les indicateurs en tête, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le taux d'endettement. C'est-à-dire que emprunter 750 millions d'euros par jour, ce n'est absolument pas viable. Imaginez qu'aujourd'hui, en fait, vous avez encore dans l'ensemble des territoires très peu la désertification de l'emploi se poursuit, et l'hyperconcentration de l'emploi dans les grandes métropoles se poursuit aussi. Ce n'est pas viable non plus. Donc vous voyez, vous avez plein d'indicateurs comme celui-là. Vous avez aussi la question de la défiance. Vous pouvez pas faire société avec des gens qui sont en rupture avec la représentation de la société dans les médias, dans le monde intellectuel et autres. Tout ça doit changer. Pourquoi ça doit changer? Parce que il y a un effondrement. Il y a un effondrement culturel. Quand vous voyez par exemple c'est pour ça que la question des représentations culturelles est très importante. Vous voyez par exemple le nombrilisme du cinéma français, du cinéma français, pardon. Ça dit quoi? Ça dit des élites absolument égotiques qui se regardent dans une petite bulle, mais à la fin il y a une production culturelle qui est très médiocre. Mais vous pouvez tirer le fil et imaginer aussi, les élites économiques aujourd'hui ont tout misé sur un modèle économique qui ne fonctionne pas. Alors le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas, les dirigeants notamment, n'arrivent pas à dire je me suis trompé. Moi je rêverais. Moi j'ai aucun problème avec nos dirigeants. Je veux dire, si demain nos dirigeants actuels nous expliquent on avait tout misé sur un modèle économique, ça ne fonctionne pas. On en change. Mais contraints forcés, ils vont être obligés de changer parce que la Chine ne va pas nous attendre, l'Inde ne va pas nous attendre, le monde ne va pas nous attendre. Finalement, les classes
classes populaires ont un temps d'avance sur leurs dirigeants d'une certaine manière. Il y a une rationalité, des existences. C'est-à-dire que à un moment donné, oui, se dire on va continuer à faire tourner une société en faisant un peu de redistribution, le ruissellement, etc., ou en faisant des chèques, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je pense que dans toutes les demandes populaires aujourd'hui, les 4 points cardinaux que je donnais tout à l'heure. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui est une demande de souveraineté, tout simplement, mais au sens même reprendre son destin en main, reprendre les commandes. On se souvient que c'était le slogan du Brexit. Oui, non, mais bien sûr, la souveraineté populaire. Mais en fait, ça s'appelle la démocratie. Oui, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je parle beaucoup de la majorité ordinaire, et c'est aujourd'hui, alors plus encore que la commune des Saintes-Cy, c'est pratiquement le gros mot. Quand vous êtes dans des milieux intellectuels et autres, quand vous commencez à parler de majorité, on vous explique, mais c'est quoi la majorité? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de majorité, etc. Et donc on voit bien qu'en fait... on voit d'ailleurs que la souveraineté populaire a totalement été, totalement, en grande partie évacuée de la démocratie. Et là, si on reprend notre débat du début sur la justice, bon, bien sûr, la justice a appliqué le droit, mais la démocratie, c'est pas seulement l'état de droit, c'est avant tout des gens qui votent sur des orientations politiques. Mais c'est pour ça que, non, mais c'est pour ça que j'ai démarré là-dessus, c'est-à-dire que ce sont les classes populaires et moyennes qui ne sont plus éligibles. C'est elles qui, et ça pose un sacré problème. Elles ne sont plus éligibles, elles ne sont plus légitimes. Et c'est ce qui est en train de s'inverser aujourd'hui. Après, la question de la justice mais on peut aller plus loin. En fait, on a un modèle économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut relire Balzac et Zola. C'est-à-dire quand vous relisez Balzac et Zola, notamment sur la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, il y avait quelque chose qui était assez frappant à cette époque, c'est que la bourgeoisie assumait ce qu'elle est et ses décisions, parfois violemment. Mais d'ailleurs, même l'histoire de la commune, c'est quand même des Versaillais qui assument quelque chose, quoi. Aujourd'hui, on a ça de très particulier, c'est que les classes dirigeantes et la bourgeoisie d'aujourd'hui, bourgeoisie dite progressiste, faut quand même toujours mettre des guillemets là-dedans, parce que le progressisme qui a mis à l'écart la moitié de la population, les 3/4, c'est pas du progressisme, enfin bref. Et ça, c'est très important de voir que cette nouvelle bourgeoisie, la bourgeoisie cool d'aujourd'hui, n'assume pas le fait d'être une bourgeoisie, n'assume pas son statut de classe, elle n'assume absolument rien, et va se défausser. Et les dirigeants aujourd'hui se défaussent sur la justice, qui n'y est pour rien, en fait, dans ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a eu un débat sur la justice, mais la justice n'a que le pouvoir qu'on lui donne, voilà. Mais pas seulement. Elle se défausse aussi sur des associations, elle se défausse sur le monde culturel, elle peut même se défausser sur des chanteurs, enfin, je veux dire, ou des sportifs. Vous voyez, c'est qu'on n'assume pas ce qu'on est. Et ça, c'est un immense problème. Une dernière question pour finir, il nous reste 30 secondes. C'est aussi un livre personnel pour la première fois, vous parlez un peu de vous. Est-ce que ce combat pour les classes populaires est de plus en plus un combat qui est le vôtre, quoi, un combat politique dans lequel vous êtes engagé à votre manière? Alors moi je n'aime pas les... Comment dire? Je savais que la question allait pas vous plaire. Non. Fallait pas que ça arrive par là parce qu'on a 30 secondes. Pas du tout. Pour moi, un intellectuel qui produit des concepts, mais qui ne les incarne pas, ne m'intéresse pas. Donc vous assumez l'incarnation. Moi, oui, tout à fait. Merci. Christophe Guillouis, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. À bientôt, bon dimanche.